Bienvenue dans cet entretien politique avec Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours à travers un portrait qu'on a réalisé, que vous pourrez interrompre quand vous voulez pour donner des précisions ou pour corriger, si vous voulez, des choses qui vous paraissent inexactes. Et puis, on terminera en parlant aussi un peu d'actualité, parce que c'est une actualité importante entre la situation sanitaire, l'économie, et les deux sont indéniablement liés. On va commencer, si vous voulez bien, par ce portrait qui s'appelle « La politique autrement ». Maire d'Elancourt depuis 1996, président de 50 ans en Yvelines et réélu pour la deuxième fois dans cette fonction. Il a aussi été député de la 11e circonscription des Yvelines. La première fois, c'était en 1993. Près de 30 ans de vie politique, donc avec pas mal de succès et quelques revers. Mais qu'est-ce qui fait courir Jean-Michel Fourgousse? Quelles sont les raisons profondes de son engagement politique et les convictions qui fondent son action? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble. Tout commence à la fin des années 80, né à Montreuil, dans un milieu modeste. Jean-Michel Fourgousse arrête ses études à 16 ans. Il a abandonné ses études, il est rentré chez IBM au bas de l'échelle, comme il dit, et après il a repris ses études plus tard, mais je pense que cette période de sa vie a été déterminante dans ses idées qu'il a aujourd'hui, de se dire, oui, avec l'informatique, à l'époque on ne disait pas le numérique, l'informatique, on peut acquérir des compétences et plus rapidement. J'interromps une seconde. Alors, cette question d'études que vous abandonnez, il y avait des matières dans lesquelles vous étiez doué, d'autres un peu moins, mais au fond, c'est quoi? C'est l'enseignement qui vous a déçu? Oui, c'est la méthode, la pédagogie du prof, c'est très français, c'est d'ailleurs, de pas savoir valoriser un enfant. Et donc j'étais pas très bon à l'école, mais j'étais assez fort en maths. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que je disais que par exemple en français, quand je levais la main pour poser une question, la prof elle était Fourgousse, bon ouais. Alors allez-y, posez votre question. Alors qu'en maths c'était Jean-Michel, s'il vous plaît silence, on écoute Jean-Michel. Ouais, donc vous dites, mais comment est-ce qu'on peut envoyer une telle différence de messages selon le prof Alors, je suis devenu fort en maths. Alors, je ne sais pas si je suis devenu fort en maths parce que j'avais des renforcements positifs. Ouais. Vous voyez, mais quand même, je me suis dit, pour tous les Français, il faut changer ça, quoi. Et j'ai quitté l'école, je suis allé travailler chez IBM, bien sûr, à 16 ans. Et puis après, vous avez repris vos études. On va continuer à regarder ça. Après cette scolarité interrompue, il reprend ses études, il deviendra docteur en psychologie sociale et ingénieur de recherche à l'Éducation nationale, mais surtout, il fonde une PME qui emploie 25 personnes et crée des logiciels de gestion de ressources humaines. Une entreprise innovante qui reçoit d'ailleurs un soft d'or, récompense attribuée à ce qu'on n'appelait pas encore les startups. L'entreprise marche bien, mais un contrôle fiscal la fragilise. L'administration peut donc sanctionner une entreprise qui investit dans la recherche et personne ne peut s'opposer à la toute-puissance des fonctionnaires. C'est donc pour se battre contre des décisions qu'il estime injustes qu'il entre, comme on dit, en politique. Alors, on va écouter Nicolas David dans un instant, mais c'est bien ça, hein, c'est cette injustice quoi, qui vous a dit comment on peut changer les choses, quoi. Oui, mais surtout le fait de voir que l'État dit la recherche, j'avais 25 personnes, bon, la moitié c'était des chercheurs, vous ne pouvez pas déduire, comme le crédit impôt recherche le permettait, la partie numérique. La partie numérique, ça n'a rien à voir avec la recherche. C'est le premier des multiplicateurs d'intelligence, d'innovation au monde. Rendez compte, l'État qui vous dit à ce moment-là, non, ce n'est pas imputable, à ce moment-là, je vous redresse. Alors, puis il redressait toutes les startups du numérique, c'est pas que. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, là, vous avez un sentiment d'injustice, quoi, c'est ça? Oui, mais je dis, mais on ne peut pas continuer comme ça. Comment se fait-il que l'État soit aussi décalé des réalités de l'entreprise où nous on avance, on fait avancer le monde, etc. Et tous mes copains qui sont aussi bien sûr embêtés comme ça, ils me disent que comme on a parlé de moi parce que j'ai eu le soft d'or national, etc. Oui. Bon, alors ils me disent, écoute, puisque tu as fait beaucoup de médias, vas-y, bon, et présente-toi comme député. C'est comme ça que je me suis retrouvé. C'est comme ça que ça commence. Alors on écoute Nicolas David qui en parle justement. Jean-Michel Fourgousse, il s'est engagé en politique parce que c'est un chef d'entreprise
qui a vécu de manière très concrète, je dirais, les affres d'une administration qui parfois est plus punitive que facilitatrice pour les chefs d'entreprise. Il s'engage donc et il mène le combat. Nous sommes en 1993, ce sera bientôt l'heure de la deuxième cohabitation. La droite va triompher, le PS s'effondrer, et comme Jacques Chirac, échaudé par l'expérience de 1986, ne veut plus entendre parler de Matignon, François Mitterrand va nommer Édouard Balladur Premier ministre. Mais si la droite est favorite dans certaines circonscriptions, elle est aussi divisée. Cela dit, comme en France tout marche par deux, la gauche aussi étale ses désaccords. Le casting de cette élection est impressionnant. À gauche, Guy Malandin, député sortant, représente le Parti socialiste. Harlem Désir, qui deviendra le premier secrétaire de ce même parti, porte pour l'heure les couleurs de Génération Écologie. Nicolas About, maire de Montigny, qui a été député de la 8e circonscription et qui deviendra par la suite sénateur puis membre du CSA, est candidat dissident UDF. À droite, c'est Jeannine Caillé, conseillère municipale de Trappes, membre du Parti républicain, qui obtient lors de ce premier tour l'investiture de l'UPF, c'est-à-dire de la majorité UDF-RPR. Et dans cette élection, personne ne voit venir ce candidat encore inconnu et nouveau en politique qui s'appelle Jean-Michel Fourgousse et qui, pendant sa campagne, parlait essentiellement d'entreprise et d'emploi. Pourtant, au premier tour, énorme surprise. Avec moins de 200 voix d'avance sur Jeannine Caillé, il est le mieux placé des candidats de la droite. La campagne, cependant, a été rude et les morceaux ne seront pas faciles à recoller. Sur son bulletin de vote, il avait fait apparaître en très gros RPR-UDF, ce qui était un moyen de laisser imaginer aux électeurs qu'il était lui-même le candidat de l'UPF. Mon communiqué est clair, à titre personnel, je ne voterai pas pour M. Fourgousse, mais je ne voterai pas non plus pour M. Malandin. Jean-Michel Fourgousse reconnaît d'ailleurs que le combat n'a pas été de tout repos. C'est vrai que ça a été un petit peu quelquefois conflictuel, mais bon, les électeurs ont tranché. C'est ça la règle démocratique, c'est pas uniquement les partis qui font les élections. On reconnaît le personnage, plein de courage, avec beaucoup de volonté, de détermination, et puis un peu, j'ai envie de dire, avec du pif. C'est-à-dire qu'il avait senti que cette circonscription pourrait en faire quelque chose. Et donc il est parti tout seul. Et comme il est arrivé au premier tour, je crois qu'il a fait un très bon score au premier tour en 1993, bien évidemment, il a eu une investiture entre les deux tours. L'UPF lui apporte donc son soutien entre les deux tours et c'est Jacques Toubon qui viendra faire campagne avec lui. Le résultat sera des plus serrés, 50,97% Fourgousse, 49,03% Malandin, soit 616 voix d'écart. Le député sortant semble faire contre mauvaise fortune bon cœur. La politique, c'est comme ça, hein. Ce sont des victoires et des défaites. Il ne faut jamais attendre en politique le remerciement de ce qu'on a fait pour ses concitoyens. Dans l'immédiat, je vais chercher du travail. Lors de cette législative, pour quelques 40 voix, la ville d'Elancourt est passée à droite. C'est sans doute ce qui va convaincre Jean-Michel Fourgousse de se présenter 2 ans plus tard contre le maire socialiste Alain Danet. Dans un premier temps, celui-ci remporte les élections, mais le scrutin est annulé et les deux hommes se retrouvent à nouveau face à face au début de l'année 1996. Et cette fois, c'est Jean-Michel Fourgousse qui, avec 123 voix d'avance, remporte le combat. Évidemment, la courte victoire laissera quelques traces au point que le nouveau maire propose une commission municipale ouverte à l'opposition. Moi, je voudrais vous remercier, en tout cas tous, parce que c'est vrai, ça a été très difficile. Et je voulais aussi vous dire que, bon, M. Danet a fait effectivement un petit rappel sur une campagne difficile. Je voudrais simplement vous dire que moi, je propose, en tout cas, qu'il y ait toute transparence, un peu, sur différentes informations qui étaient évoquées, dans une commission d'enquête municipale qui sera ouverte à l'opposition, pour que tout le monde puisse s'exprimer et bien clarifier les différentes informations qu'il y a eu dans cette campagne. Alors, juste une petite précision. Quand vous êtes présenté aux législatives, pourquoi vous avez choisi d'abord cette circonscription et est-ce que vous aviez le sentiment que vous pouviez gagner ? D'abord, vous savez, moi j'avais des certitudes, j'avais des convictions cimentées dans l'épreuve de l'expérience et de cet échec que m'avait fait vivre un peu l'administration. Ça vous donne, et ce sentiment d'injustice, ça vous donne une force extraordinaire.
Mais vous aviez regardé politiquement comment ça pouvait se passer. Alors la circonscription, vous n'aviez pas d'investiture au premier tour. Hein. Alors en fait c'est un peu ambigu cette histoire, mais c'est un peu compliqué. En fait on me l'avait donné la première investiture, ensuite on me l'a enlevé parce que il y avait un autre dirigeant qui voulait les 2 investitures, il m'a dit il n'a aucune chance, Forgus on lui enlève. Bon bref, mais comme quoi bon. Oui. Mais je dirais, c'était parce que cette circonscription, il y avait beaucoup de PME. Moi, je venais de la PME. Oui, d'accord. Ma femme aussi avait aussi une PMI. Vous voyez, on était vraiment complètement imprégné de cette culture qui fait donner le meilleur de soi aux hommes dans les petites entreprises. Les rapports sont très directs. Vous voyez les réalités, c'est pas du blabla. Et ça, je sentais que cette circonscription ressemblait à ce qu'on était. Oui. Donc c'est pour ça que vous l'avez choisi. Et puis après, il va y avoir la mairie d'Elancourt. On continue à regarder. 2 combats difficiles donc, mais finalement 2 succès que le temps, en tout cas pour la mairie d'Elancourt, va pérenniser. Le scrutin qui va arriver après va nous permettre de nous représenter, surtout d'être élus dès le premier tour. Donc, ce qui veut dire que les Elancourtois ont été séduits quand même par notre méthode, par la méthode aussi de Jean-Michel Forgus. Comment expliquer d'ailleurs cette sorte de fidélité de ces électeurs élancourtois ? Je pense que la première des vertus de Jean-Michel Forgus, qui explique l'ensemble de ses réélections depuis effectivement sa toute première élection, acquise, j'allais dire, dans la douleur, c'est sa capacité de savoir s'entourer. 2 aspects chez lui importants. D'abord, c'est un visionnaire, c'est-à-dire que c'est plus un homme de grand dossier, mais de perspective. Il a été le premier, par exemple, à voir tout l'intérêt du digital dans l'enseignement. Il a été le premier à voir tout l'intérêt de reconstruire un commissariat. Et on voit bien aujourd'hui dans l'actualité ce que représente l'importance pour les forces de l'ordre d'avoir un commissariat digne de ce nom, de couvrir un territoire. C'est un homme de couverture plus généraliste et de vision, j'allais dire nationale, voire internationale. Je prendrai le cas de l'impôt recherche. Et en même temps, ce qui explique que localement il ait toujours été réélu, c'est que c'est un homme qui sait s'entourer d'hommes et de femmes de terrain. Ce sont les équipes qui sont avec lui qu'il a su bâtir, renouveler, changer, mettre aux affaires, qui lui assurent effectivement cette réélection. Et d'ailleurs, je dirais, dans une ville qui est plutôt, j'allais dire, de tentation plutôt de gauche, il est réélu alors que c'est un homme de droite. On voit bien là que c'est la gestion du terrain qui lui permet cette réélection brillante au premier tour à chaque fois. Le succès ne sera pas le même aux élections législatives. On se souvient de la dissolution décidée par Jacques Chirac en 1997, ce qui fera dire aux mauvaises langues qu'il vient d'inventer le septennat de 2 ans. La vague rose qui va amener Lionel Jospin à Matignon est cette fois trop forte. Pour quelques 563 voix, Catherine Tasca remporte l'élection. C'est bien la preuve que cette 11e circonscription est un peu particulière. C'est une circonscription assez difficile qui prend le vent, comme on dit en politique, c'est-à-dire quand il y a une élection présidentielle, en général le député est de la couleur politique de l'élection présidentielle récente. Donc pourquoi ? C'est une vraie question parce qu'il n'y a pas beaucoup de circonscriptions comme ça dans les Yvelines, dans le département. Je pense moi plutôt c'est sa sociologie, c'est-à-dire que c'est une sociologie très coupée en 2, avec d'un côté une partie plutôt, on va dire Versailles Grand Parc et une partie plutôt Ville Nouvelle. Et donc il y a un très 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 fort équilibre, il y a une très bonne balance qui s'effectue. Alors cette balance, elle peut pencher d'un côté, elle peut pencher de l'autre. Le balancier continuera. 2002, réélection de Jacques Chirac et victoire de Jean-Michel Forgus. 2007, victoire de Nicolas Sarkozy et réélection de Jean-Michel Forgus. 2012, élection de François Hollande et dans la 11e circonscription de Benoît Hamon. 2017, l'élection d'Emmanuel Macron s'accompagne d'un raz-de-marée des candidats d'En Marche dont bénéficie Nadia Hay. Celle-ci, devenue ministre de la Ville, devra toutefois abandonner son siège et lors d'une élection partielle, c'est Philippe Benessaya, candidat du PR, qui l'emportera. Juste un mot sur cette... C'est vrai, c'est une circonscription assez particulière dans les Yvelines. Hein. Il y a des circonscriptions qui sont... Alors, il y a eu le raz-de-marée macroniste en 2017, qui est un peu particulier, mais sinon, il y a des circonscriptions qui sont plutôt à droite, etc. Enfin, et celle-là, elle balance en fonction de la tendance politique nationale. Hein. Systématiquement. Ouais, c'est étonnant quand même. Hein. Enfin, c'est étonnant. Vous avez donc, ça ne dépend pas de votre bilan de non, ça dépend absolument pas. Ça dépend du côté. Oui, mais cela dit, c'était une circonscription très difficile. C'est pour ça que on m'a pas trop embêté. C'est pour ça qu'on m'a pas trop embêté, parce que je me suis présenté plus ou moins. Enfin, j'avais pas vraiment l'investiture. Bon, et on m'a quand même entre guillemets laissé aussi avancer parce que ils pensaient qu'il y avait aucune chance d'abord au moment de 93. Voilà. Elle avait jamais été voilà. Telle qu'elle était à l'époque, elle n'avait pas été gagnée. Oui. On continue.
Voilà pour les combats politiques, les élections, les campagnes. Intéressant d'ailleurs de savoir comment cet homme qui se méfie du superficiel, qui préfère parler et convaincre plutôt que de serrer des mains, fait campagne. Ce qui est terrible avec Jean-Michel Fourgousse, c'est que nous faisons beaucoup de porte-à-porte. D'ailleurs, c'est la meilleure des écoles, je veux dire, de commerce pratiquement. C'est une élection municipale à Elancourt. Nous allons voir 100% des habitants chez eux en période électorale. Et lorsque l'on fait ces campagnes avec Jean-Michel Fourgousse, on voit toute l'appétence qu'il a dans ces opérations de porte-à-porte. Tant et si bien que quand on se fixe un objectif de voir 30 Elancourtois, quand on arrive à en faire 2 avec lui, c'est le bout du monde. Étant donné qu'il a tendance à rester pendant 1 heure et quart à discuter avec les gens, à leur apporter la contradiction, au contraire à les rassurer. Du coup, on fait moins de portes. Vous voyez, il a ce côté passionnel du discours et du dialogue avec les autres, qui du coup montre son appétence pour les campagnes électorales. Et je dirais qu'il adore il adore également ce combat rhétorique. Bien souvent, il va aller chercher notre opposition dans le conseil municipal, mais pour pouvoir essayer de les persuader. En fait, il ne renonce jamais à persuader, y compris ses plus farouches opposants. Il aurait peut-être d'ailleurs pu tenter de reconquérir ce siège de député. Aujourd'hui, le mandat unique l'empêchera peut-être de se représenter, bien que quelque part il en a envie, mais il fait un travail tellement extraordinaire dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qu'il est déjà très pris par ce mandat. Je pense que Jean-Michel Fourgousse a pris aujourd'hui la juste mesure du rôle de ce qu'est un président d'une communauté d'agglomération comme Saint-Quentin en Yvelines, de tout ce qu'il y a à faire, du côté passionnant. Il a fait un grand nombre de mandats, un nombre important de mandats en tant que député. Il a également pu prendre, bien entendu, la tendance et se rendre compte concrètement de ce qu'on pouvait faire en tant que député. Pour moi, il est passé à autre chose. Il est passé d'une phase où on va proposer des lois, on va modifier ces lois, on va les amender. Ce sont des lois très généralistes. Je pense qu'il a fait son temps sur ce sujet-là et qu'il a voulu revenir à des choses beaucoup plus concrètes. Et j'allais dire que, et je suis désolé pour mes amis députés, ça leur plaira pas forcément, un président de PCI, de communauté d'agglomération, de métropole, aujourd'hui de communauté de communes, a plus probablement de pouvoir, pour le coup, à faire concrètement sur le terrain, à anticiper, à agir, qu'un député qu'il va bien souvent lever la main avec ses 200 autres collègues pour adopter un amendement qu'il aura écrit ou qu'il aura porté, mais qui sera noyé un peu dans une masse. Je voudrais revenir là sur cette... Olivier Dassault dit peut-être qu'il aurait bien aimé devenir député. Laurent Mazory dit non. Finalement, c'est peut-être plus concret ce que vous pouvez faire sur un territoire qu'à l'Assemblée. Dassault veut absolument que je redevienne député parce que j'étais à côté de lui. On a fait un groupe ensemble de 150 députés. Aujourd'hui, on était à 100 quand j'étais président. Après, donc, il faut être député pour être président. Donc c'est lui qui est devenu président. Et il m'a tout de suite nommé directeur général. Il est très, très réglo d'ailleurs. J'aime beaucoup ce gars qui est d'ailleurs mais sur le fond, qui est devenu le parrain de ma fille d'ailleurs. C'est vrai quand on est député, alors même si on va revenir sur des choses que vous avez fait, dont l'amendement Fourgousse, etc. Oui, mais il a joué un rôle important. On va en parler. Mais c'est vrai qu'on est un parmi d'autres. Quand on est président d'une agglomération Saint-Quentin, maire d'une ville, on voit peut-être plus directement le fruit de son action, non ? Non, mais quand président d'une agglomération comme Saint-Quentin en Yvelines, honnêtement, il faut le dire, c'est un petit joyau. Ça n'a rien à voir. Exécutif. Ça n'a rien à voir avec être député dans l'opposition. Déjà, les députés on leur donne plus la parole. Il n'y a que 2% des lois qui sont faites sur l'inspiration des députés. Donc, voilà. Ici, vous allez avoir une équipe qui tient la route, une cohérence, des très belles entreprises, un bon état d'esprit. Et la preuve, moi, j'ai même donné des postes de vice-président à tout le monde. Donc, j'ai élargi gauche, droite, centre. Et ça fonctionne. Voilà, vous avez plus de... je vais dire, c'est un mot un peu compliqué, mais enfin, vous êtes après tout docteur en psychologie. Vous êtes plus heureux... Rien à voir. J'ai été 3 fois député, je voulais aujourd'hui être député, vous avez une buvette sympa pour aller boire un coup avec les copains, et puis les restaurants du 8e étage, et puis des voyages en classe affaires pour faire le tour du monde. Bon, moi, franchement, c'est bon, c'est pas votre truc, c'est pas mon truc. Par contre, faire réussir des entreprises, créer des emplois d'avenir, de stratégie numérique, ça c'est vraiment l'avenir de la France. C'est le plus grand le numérique, c'est le plus grand des multiplicateurs d'innovation, d'intelligence, de croissance. Dieu sait si on a besoin de croissance pour rembourser les dettes, pour redonner ce pays toute la vigueur qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais voilà, donc moi, ici, je suis très heureux. Oui. Alors justement, on va parler du fond de votre engagement. Peut-être en effet, cette passion du concret s'exprime-t-elle plus directement à la tête d'une mairie ou d'une agglomération que dans une majorité parlementaire. Et cependant, avec Génération Entreprise, association de parlementaires créée avec
avec Olivier Dassault et Hervé Novelli, association qui dépasse les clivages politiques. Il est parvenu à convaincre des députés, jusqu'alors sceptiques, de s'intéresser au monde des entrepreneurs. Il a créé effectivement avec Olivier Dassault et Hervé Novelli à l'époque ce groupe de députés issus du monde de l'entreprise qui sont très minoritaires à l'Assemblée nationale, qui est un monde dont les députés représentaient en tout cas à l'époque davantage le monde administratif. Et il a créé ce groupe-là pour essayer de changer les choses, de changer concrètement les lois. Génération Entreprise, c'est une force d'intervention, c'est aussi une passerelle tout simplement entre le monde politique et le monde économique, ou entre le monde économique et le monde politique. Parmi les textes portés par Génération Entreprise, il y en a un qui est presque devenu un nom commun, puisqu'on dit qu'on peut fourgousser son assurance vie, et c'est l'amendement Fourgousse. C'est vrai que l'amendement que nous avons co-signé, et ce qui nous fait toujours sourire avec Jean-Michel, parce qu'il porte le nom du premier signataire. Donc, très gentiment, il le présente comme l'amendement Fourgousse Dassault, c'est l'amendement Fourgousse. Et donc ça a été très important pour revitaliser le tissu industriel. Précision sur les chiffres. C'est 100 milliards pour l'assurance. 100 milliards, donc, l'ISF-PME, il faut que vous n'êtes pas obligé de lui, mais parce que c'est en fait entre 500 millions et 1 milliard. Mais parce que ça provoque des tours de table. Donc, vous arriviez avec l'ISF-PME, le mec avait, donc, il arrivait et hop, ça déclenchait en même temps des tours de table dès que vous arrivez avec un. Ah oui, voilà. Mais bon. Mais déjà, l'important, c'est surtout l'assurance vie. La Fédération des assurances vous dit bien plus de 100 milliards. On doit être à 110, mais plus de 100 milliards. C'est le demandement qui est resté. C'est le plus gros. Fourgousse, maintenant. D'origine parlementaire. Et d'origine parlementaire, pour une fois, truc, parce que il y a eu du sang sur les murs pour faire passer ça. Vraiment, ça a été c'est une révolution. Oui, mais les types spéculateurs des finances n'y croyaient pas, étaient contre. Ils disaient de quoi il va ruiner le budget français. Enfin, il va prendre l'argent de l'épargne, mais c'est nous, à Bercy, inspecteurs des finances, qui gérons l'épargne, parce qu'ils garantissent la dette, comme ça ils peuvent endetter le pays, ils utilisent la garantie de l'épargne des Français. Donc je dis non, l'épargne des Français, il y a une partie qui doit aller renforcer le capital de nos entreprises. Les entreprises françaises sont 2 à 4 fois moins capitalisées que leurs concurrents anglais, allemands, américains. Donc c'était ça, et on a réussi. Mais et vous avez réussi malgré Bercy. Il faut s'imposer, quoi, parce qu'à Bercy, parce qu'il y a une administration très forte, avec des gens très diplômés, des inspecteurs des finances, etc., mais qui tiennent au fond Bercy. Si on ne s'impose pas, et d'ailleurs tous ceux qui ont été ministres de l'économie le disent, s'ils n'arrivent pas à s'imposer très vite, après c'est fichu, quoi. Mais le poids de l'administration a joué, parce que j'étais tout seul, moi je suis c'est évident. Et puis le groupe parlementaire, oui, c'est ça. Tout ça a fait là aujourd'hui c'est 150 députés. On serait jamais passé. Oui, il fait 150 députés. C'est beaucoup. On écoute Nicolas David qui donne des précisions, justement. L'ISF-PME, pour que l'argent des riches, comme on dit, finance les petites entreprises. Et puis, le crédit impôt recherche. On s'est battu avec Jean-Michel Fourgousse depuis 1995. Avant même, Génération Entreprise existait déjà en 1995. Et à l'époque, nous étions 3, nous étions avec Hervé Novelli. Et lorsque nous l'avons recréé en 2002, après la défaite de 1997, lorsque nous sommes revenus au Parlement, nous nous sommes battus pour élargir l'assiette de ce crédit impôt recherche et surtout le faire perdurer au-delà des majorités. Et là, c'est quelque chose qui a été formidablement encouragé et il nous a fallu 12 ans de bataille sur ce sujet et c'est en 2008 que Nicolas Sarkozy lui donne sa véritable dimension qui a perduré sous François Hollande et également sous Emmanuel Macron. Alors, une précision sur ce que dit Olivier Dassault, qui parle de Nicolas Sarkozy. À l'époque, la ministre de la Recherche, c'est Valérie Pécresse, c'est ça? Oui. De l'université de la recherche. Oui. Je vous prendrai un exemple. Louis Schweitzer, ancien patron de Renault, disait le crédit impôt recherche, c'est la meilleure mesure politique qui a été prise dans les 15 dernières années. Et il faut le rappeler, certes, Génération Entreprise, Dassault, Fourgousse, voilà. Mais c'est Pécresse, ministre de la Recherche, qui nous autorise vraiment à faire passer et qui fait passer la transformation multipliée par 10
le crédit d'impôt recherche pour les entreprises qui ont beaucoup de chercheurs, et ça baisse l'équivalent des charges patronales. Et ça vous remet au même niveau que les autres pays, et là on redevient compétitif. L'intelligence, on a protégé l'intelligence française, les brevets, c'est une mesure. Oui, parce que la recherche est essentielle. Enfin, mais c'est grâce quand même à Pécresse. À Pécresse, faut bien vous me le rappeler. Pécresse, d'accord. Ouais. Ok. Autre cheval de bataille de Jean-Michel Fourgousse, le numérique. À l'époque, Anne Capiou, qui deviendra ensuite adjointe au maire d'Elancourt et conseillère départementale, spécialiste de l'éducation, dirigeait l'association des parents d'élèves. Il m'a demandé si j'étais d'accord pour diriger une association qu'il a montée à l'époque, qui s'appelait Initiative Terrain, et qui avait pour objet de développer justement le numérique dans les apprentissages scolaires. On a travaillé avec un laboratoire de Lyon qui a développé un logiciel qui s'appelait Mémosaure et qui développait les différentes facettes de la mémoire. Donc auditive, visuelle, etc. Donc on est parti au départ sur ce projet-là, où on a équipé une école qui était l'école des Petits Prés à Elancourt, dans un quartier un petit peu compliqué à l'époque, et on a équipé une salle avec 25 ordinateurs. À l'époque, je m'en souviens, c'était Noël avant l'heure, parce qu'on a mis vraiment beaucoup de matériel, et on a fait travailler différents groupes sur ce logiciel. On a fait un certain nombre d'auditions pour essayer de voir comment ces nouveaux outils pédagogiques pouvaient améliorer le plaisir d'apprendre, le plaisir d'enseigner et augmenter les résultats scolaires de tous nos enfants. Il faut peut-être préciser ceci, que ce qui nous paraît aujourd'hui aller de soi était dans les années 90 assez novateur. À l'époque, Jean-Michel Fourgousse, quand il parle du numérique à l'école, tout le monde le prend pour un uluberlu. C'est effectivement, ça décoiffe, c'est vraiment une innovation dont on a très très peu entendu parler. Et il va prendre ce thème à bras-le-corps. Je crois qu'à l'époque, une enseignante lui avait dit voilà, il faudra me passer sur le corps pour mettre en place ces outils numériques dans mon établissement, moi vivant jamais. Et au final, tout le monde a suivi, mais c'est vrai qu'il a été un vrai précurseur. Il s'en est saisi avec un esprit d'innovation pour que tous les acteurs de l'éducation se rendent compte de l'importance du numérique, mais de l'innovation à l'école de manière générale. Et aujourd'hui, je dirais, l'idée était considérée comme farfelue, puis innovante, et puis maintenant c'est une idée très répandue et dont beaucoup de villes de France s'en emparent avec beaucoup de réussite. Et de bien dire que là, vous voyez l'égalité des chances. Oui, c'est que le prof vous trouve sympathique ou pas, vous avez un outil devant vous, vous pouvez apprendre à votre rythme, revoir le soir, etc. C'est complètement différent. Et ça casse l'effet Pygmalion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et c'est le meilleur outil pour lutter contre l'échec scolaire. C'est pour ça que contre l'échec scolaire, contre les inégalités d'origine, parce que c'est vrai que ça fait sauter des classes presque, j'allais dire, hein, aux enfants qui sortent de milieux défavorisés. C'est un seul défaut, si on peut dire, c'est qu'on le voit par exemple, à Elancourt, on a ça depuis quand même plus de 10 ans, c'est qu'en fait, après la terminale, baccalauréat, on convoque, on invite les jeunes qui ont passé leur bac avec mention. Bon. Et on s'aperçoit que là, ils ont une orientation professionnelle, ils ont décidé d'une orientation professionnelle qui est très scientifique. Donc ça stimule la culture scientifique, c'est indiscutable. Alors ils veulent faire des écoles d'ingénieurs, des techniciens supérieurs, etc. Mais écoutez, je pense que si c'est la seule critique qu'on veut faire, écoutez, j'assume. Hein. Et puis on a Paris-Saclay en plus qui peut nous accueillir. En plus, Paris-Saclay, je veux dire, qui est quand même une université scientifique qui est une des meilleures du monde. Une des meilleures au monde. Voilà. Il y a une cohérence. Hein. Donc c'est cohérent. Il était persuadé qu'en amenant le numérique dans les apprentissages scolaires, il avait vite compris que ça amenait une autonomie d'enseignement. On n'apprend pas tous au même rythme, on est d'accord. Donc le numérique permet l'autonomie des élèves et permet de travailler à son rythme et selon ses compétences. 2 missions parlementaires seront consacrées au sujet. J'ai participé avec Jean-Michel Fourgousse à deux missions parlementaires. Une en 2009 qui était, le thème c'était l'apport de l'outil numérique dans l'informatique. Et à l'époque, effectivement, on avait rencontré Jean-Michel Blanquer, il était à l'époque directeur de la DGESCO.
au ministère. Et voilà, il nous avait bien aidé d'ailleurs dans les différentes conversations qu'on avait eues avec lui. Et la deuxième mission parlementaire, c'était en 2011. Et là, c'était, bon, maintenant on a prouvé que l'apport du numérique dans les apprentissages scolaires était efficient. Maintenant, on va adapter la pédagogie à l'outil informatique. On n'apprend plus, les enseignants n'apprennent plus aux élèves en classe, pareil avec l'outil numérique. Amendement, rapport parlementaire et toujours deux fortes convictions. La première, qu'il faut moderniser le pays et que l'utilisation des outils numériques va permettre de faire franchir une étape et aussi de gommer en partie les inégalités sociales. La seconde, qu'il faut laisser les chefs d'entreprise créer une richesse dont tout le monde profitera. Deux idées fortes qu'il va pouvoir mettre en œuvre sur ce territoire. C'était pas quelqu'un hors sol qui parlait de grandes idées nationales. Il a toujours essayé de mettre en pratique au local et notamment à Elancourt puis à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines les grandes idées qu'il défendait. C'était le cas avec le numérique. Certes, il y avait la mission parlementaire au niveau national, mais il y avait, je dirais, à Elancourt le laboratoire d'innovation réel. Et c'est pareil au niveau économique. Il défendait des grandes idées sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, mais il a pu les mettre en pratique en tant que vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines au développement économique et ensuite de président de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la création du Ski Cube pour avoir ce guichet unique pour nos entrepreneurs, avec la soirée des entrepreneurs pour essayer tous les ans de promouvoir je dirais les bonnes idées à mettre en pratique pour nos entrepreneurs, de renforcer le sentiment d'appartenance pour nos chefs d'entreprise sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis là, on l'a vu aussi sur les écoles du numérique, l'ouverture des écoles de formation au numérique pour des profils qui ne sont pas forcément diplômés, qui sont parfois en décrochage, parfois issus de nos quartiers, et pour qu'ils puissent avoir une formation sur des métiers qui sont très recruteurs. Et donc c'est effectivement moi ce que j'ai beaucoup apprécié chez l'homme, Jean-Michel Fourgousse, c'est qu'il y a les idées, il y a le combat qu'il mène de manière très très pugnace, mais il y a aussi la réalisation, le concret. Tentons de dresser un bilan. Homme de droite, libéral, la réalité est peut-être plus complexe. Ce n'est pas un ultra-libéral, c'est un homme qui pense que les idéaux libéraux peuvent aider la République, l'État, et que le service public peut aussi aider l'entreprise, le privé. Et donc c'est cette alchimie-là qu'il essaye depuis des années de produire dans notre pays. C'est un libéral, c'est un homme de droite, c'est un homme qui est à la fois libéral mais néanmoins qui est plutôt de droite sociale. J'allais dire que c'est un homme qui est assez complet. Et si je voulais le titiller un peu, je dirais même que, on l'a vu sur par exemple l'édition culturelle, on pourrait dire que ça peut même être un homme de gauche. D'ailleurs, la gouvernance qu'il pratique est à 100 lieues des affrontements des premières campagnes, puisque sur les 15 vice-présidents de Saint-Quentin-en-Yvelines, 4 appartiennent à l'opposition. À Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse s'est révélé comme, j'allais dire, pratiquement un homme du centre, mais au bon sens du terme, capable de composer avec tous, de donner, il a été quasiment le premier à le faire, des vice-présidences à ses oppositions, de travailler au quotidien avec elles. Donc c'est un très bon exemple. Alors là, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que c'est vrai que à un moment, vous avez pu avoir une image un peu pas tellement consensuelle, et au fond, quand vous êtes président de Saint-Quentin, vous avez fait venir, voilà, il y a quatre vice-présidents qui sont des élus de l'opposition qui travaillent avec vous. Vous savez, moi je viens de l'entreprise, je suis plus un entreprise qu'un politique d'ailleurs. En entreprise, vous dites ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a beaucoup moins de jeux qu'on peut trouver avec une dialectique très politicienne, franco-française. Enfin, je me retrouve pas là-dessus. C'est pour ça que comme je suis un peu direct, il est un peu bon. Mais oui. Voilà, par exemple, il y a 12 communes, il y a toutes les communes de gauche et de droite sont représentées. Voilà, et c'est la première fois qu'ils ont des vice-présidences, tout le monde est du vice-président, c'est pas n'importe quoi. Voilà, moi je joue le jeu, mais parce que je pense que c'est quand vous faites confiance aux gens. À mes 3 enfants, j'en ai 3, je leur fais confiance. Alors de temps en temps, il faut un peu guicher le tir, hein, et c'est pour ça que on dit, je sais pas ce que la droite, la gauche, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la droite fait confiance d'abord, fait confiance à l'entreprise, que c'est le lieu où un homme qui a une idée rencontre un homme qui a de l'argent, un homme qui va faire un réseau commercial. Oui, c'est comme ça que vous créez et vous trouvez
des meilleures solutions que celles qui existent pour la vie des gens, pour améliorer la vie des gens. Et c'est vrai que c'est un laboratoire extraordinaire pour développer l'intelligence humaine, son sens des responsabilités. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ça être libéral, mais il faut donner une liberté minimum, parce qu'un enfant, il faut fixer des règles. Mais il y a des règles, moi, je suis très là-dessus, et qu'on soit de gauche, de droite, du centre, je m'en fous. Il y a discuté, voilà. Voilà. On continue. Faire de la politique pour convaincre donc. Convaincre de l'importance de convertir notre pays à la révolution numérique et de faciliter la vie des entrepreneurs parce que ce sont eux qui créent la richesse. Et faire de la politique autrement qu'en adoptant des textes préparés par de jeunes fonctionnaires sortis tout frais de l'ENA mais qui n'ont aucune expérience du terrain. Il consacrera d'ailleurs à cette mainmise de la haute administration sur la politique un livre virulent écrit avec Grégoire Bourgeois. Jean-Michel Forgouze plaide d'ailleurs avec d'autres, et qui sont de plus en plus nombreux, pour la suppression de cette école. Il renacle un peu comme moi sur cette formation unique qu'est l'ENA pour les fonctionnaires. Et il a raison, je pense que l'École nationale d'administration n'est plus adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Faire de la politique autrement, c'est aussi s'entourer de personnalités très diverses et mettre le pied à l'étrier à la nouvelle génération. C'est quelqu'un qui décloisonne, qui n'est pas dans une logique de hiérarchie ou de verticalité, il est beaucoup plus horizontal. Il implique beaucoup ses équipes dans ses rendez-vous, dans ses projets. Il s'entoure de gens très très différents, quelles que soient parfois même leurs idées politiques ou leurs origines. Il aime avoir une équipe de gens différents. Moi, il me disait toujours, le meilleur talent, c'est de trouver les talents. Exemple de l'actuel député de la 11e circonscription qui fut le directeur de la communication de la ville d'Elancourt. J'ai été sollicité dans un premier temps par la ville d'Elancourt pour travailler, collaborer sur des sujets de communication, voilà, comme un client si vous voulez à l'origine. Et puis ça c'est au fil de nos conversations avec Jean-Michel Forgouze, je me souviens le premier rendez-vous qu'on a eu, c'était à la buvette de l'Assemblée nationale, un soir, il devait être entre deux séances, je sais de quoi je parle, on va souvent à la buvette entre deux séances, et il m'a dit, voilà, si je pouvais éventuellement aller plus loin qu'une simple collaboration entre clients et agence. Et j'ai accepté. J'ai accepté parce qu'à l'époque, Elancourt était dans une dynamique numérique, une dynamique vraiment politique, intéressante, etc. J'ai accepté. Pour conclure, laissons la parole à deux personnalités incontournables et de ce territoire et de la politique française. D'abord, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Il porte des fabuleux projets pour l'avenir, le projet de la colline d'Elancourt qui va devenir la colline du vélo en Île-de-France et en France. Ce sont des magnifiques projets et je ne vous parle pas évidemment de toute l'éducation numérique que nous déployons, lui dans les collèges et les écoles et moi dans les lycées de la Casquie et des Yvelines. Ensuite, Gérard Larcher, président du Sénat. Je le connais bien. D'abord, c'est un homme qui pense que l'économie, c'est quelque chose d'essentiel et qu'on ne bâtit rien sans une économie qui tient debout. Il n'a pas tort. Vous ne luttez pas contre la pauvreté, vous ne luttez pas contre le chômage. Vous n'avez pas des progrès dans la société sans une économie qui soit soutenue. C'est un homme qui croit aussi dans les vertus de la science, moi aussi. Et en ces temps où nous voyons que nous avons besoin de la science pour nous sortir de la pandémie et de maladies, je crois que ça fait partie de ses valeurs. C'est un homme en plus extrêmement présent sur le terrain, extrêmement enraciné dans sa ville d'Elancourt. Au fond, c'est un maire, c'est aussi un homme qui a une vision nationale, notamment au plan économique, mais aussi très attentif à son territoire. Alors il est plutôt d'une pièce parfois, mais ça fait partie de ses qualités. Et moi je l'ai toujours soutenu, on ne se ressemble pas tout à fait, c'est vrai, mais je dois dire que c'est une chance là aussi pour ce territoire, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, qu'il puisse faire partie, comme chef d'équipe, de toute cette équipe de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Alors, on ne se ressemble pas, dit Gérard Larcher. C'est vrai qu'il est peut-être plus politique comme on l'entend généralement que vous, mais au fond, voilà, il reconnaît que l'action que vous avez menée pour les entreprises, pour le numérique notamment, c'est important et que vous la menez aussi sur ce territoire.
Je suis moins rond que lui, sans jeu de mots. Mais sénateurs, ils sont quand même beaucoup plus politiques. Moi, je suis beaucoup plus direct, presque sujet vers complément. Dans l'entreprise, dans la PME, ça m'a beaucoup marqué. Les PME, on se parle directement, on ne se raconte pas de blabla. C'est pour ça que quelquefois, ça casse un peu par rapport à la classe politique traditionnelle. Oui, ça, vous ne faites pas les ronds de jambes. Et sur la science, c'est important parce que moi j'aime la science, j'aime l'entreprise, mais j'aime la science. J'ai passé un doctorat, ça vous donne une formation scientifique, une méthodologie, Mais même, regardez, même cette histoire de vaccin, d'antivirus. C'est vrai que vous avez été un des premiers avec le Vélodrome de Saint-Quentin à organiser une vaccination de masse pour la population. Alors, même chose. Moi, vous savez, j'aime la science, vraiment, sincèrement, et je suis très heureux en Paris-Saclay. Et en fait, quand vous regardez, la solution de la pandémie, c'est la science qui l'a trouvée en 10 mois. En 10 mois, elle a construit des vaccins, alors qu'avant, il fallait 5 à 10 ans. Extraordinaire. Donc voilà, alors maintenant, il s'agit bien sûr de la produire, parce que c'est bien de la recréer, mais après, il faut savoir la distribuer. Il faut l'industrie après. Ensuite, et là où vous voyez une nouvelle fois, Saint-Quentin vient en innovation et montre bien cette culture, et tous les élus suivent, cette culture d'anticiper. Le vaccin, il est là. Il tarde un peu, enfin, il arrive. Il arrive. La prochaine étape, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on va proposer à Saint-Quentin, dans quelques semaines peut-être. Les vaccins, certes, dans les meilleures conditions, mais en plus, ça va être un vaccin plus. Parce que nous, on va en fait vous accompagner, on va faire un peu une étude d'impact. Je reproche souvent aux députés ou à l'État français de faire des lois et de ne pas mesurer l'impact après. Dans une entreprise, vous avez le service après-vente, entre guillemets, vous vous souciez que votre client, il est bien le produit. Eh bien, moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que le vrai débat, ça ne va plus être le vaccin, ça va être l'immunité. Si vous avez une immunité qui dure que 3 mois, ou que 6 mois, ou que 12 mois, on a besoin de le savoir. Et on a besoin de savoir quelle variable. Pourquoi vous, devant le même vaccin, pourquoi vous auriez plus d'immunité que moi, ou le contraire, peu importe. Et donc, on va nous suivre les gens, tous les 3 mois, on va leur faire une prise de sang, voir un peu le niveau, quand leurs anticorps baissent ou pas, pour que vraiment on ait une véritable étude, parce que c'est avec ça qu'on pourra remettre les gens au travail dans Saint-Quentin. Et si on ne met pas les gens au travail dans Saint-Quentin, on va avoir de sacrés problèmes. On a 17 000 entreprises, on a un des plus gros PIB par habitant en France. Vous imaginez que, bien sûr, que les entrepreneurs, tous les salariés, ils en ont marre aussi d'être chez eux. Donc, c'est pas seulement le vaccin, c'est un vaccin dont on contrôle l'efficacité. C'est ça qu'on va avoir de plus à Saint-Quentin. Donc, très pratiquement, on va se faire vacciner et tous les 3 mois, on pourra aller faire une prise de sang au Vélodrome, par exemple. Ce sera au Vélodrome ou dans le cabinet médical. On est en train de le cadrer. Pour être sûr qu'on a les anticorps, donc on ne risque pas d'attraper le virus, donc on peut aller travailler, qu'on peut vivre à peu près normalement. Vous êtes favorable au passeport vaccinal, par exemple? De toute façon, si on va dans ce sens-là, attendez, moi, je n'ai pas encore reçu l'accord du gouvernement là-dessus. Je l'ai pour les vaccins. Maintenant, la deuxième procédure qu'on veut rajouter, on a quand même besoin d'avoir l'accord du ministère de la Santé. Bon, voilà. Pourquoi il ne le donnerait pas? Vous savez, on ne sait jamais, cela dit. Voilà, l'État, bon, voilà. Et donc, ça c'est vraiment se soucier de garantir, quelque chose de vrai sur votre immunité, parce que si le type pense qu'il est immunisé et puis il va contaminer tout le monde. Voilà. Donc ça, alors bien sûr que le passeport, peu importe le terme. Oui, parce que j'ai vu que dans ce pays, on a attention aux mots. Mais c'est vrai que si on risque rien, on risque rien. Mais si vous voulez relancer les théâtres, les cinémas, les restaurants, mais bien entendu que celui qui veut pas se faire vacciner, ok, mais il va falloir clarifier les choses, parce qu'on va pas laisser mourir l'économie, la culture, tout ça, parce qu'il y en a un qui, sur le mot, oui, je préférais un bon. Bref, donc de toute façon, dans d'autres pays, on y va, on voit bien. Parce qu'on n'a pas le choix, c'est même pas un choix affectivo, machin, c'est une réalité. Il faut remettre l'économie, il faut remettre la culture, il faut remettre tout en marche, et bien entendu, celui qui a, où on sait qu'il a ses anticorps, bien sûr
qu'il n'y a pas de problème. Normalement. Et on va remettre la vie normale dans la société française et internationale. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à partager ça. Alors, il y a une chose très intéressante pendant cette crise sanitaire, ce sont les rapports entre l'État et, au fond, les collectivités locales. On a vu que les collectivités locales, ça a été le cas de Saint-Quentin, a pris en charge a pris ses responsabilités, si je veux dire. C'est vous qui avez décidé d'ouvrir ce vaccinodrome, on peut l'appeler comme ça, enfin, dans le vélodrome. Alors que l'État était peut-être plus réticent, on ne savait pas tellement comment faire. C'est deux pouvoirs, quoi, qui sont... Il y a un problème dans ce pays, on ne va pas se le cacher. Moi, vous savez, je ne cache pas les problèmes. Enfin, j'essaie d'y trouver des solutions. Dans l'entreprise, on a la culture de la solution, plus que d'aller chercher le coupable, comme on veut souvent en politique. Ça cause beaucoup de... Enfin, bon, il faut trouver des solutions. Bon. L'État, aujourd'hui, l'État français, il devient presque dangereux dans la France. D'abord, il a oublié qu'il est au service de la France. Je rappelle que moi, je ne suis pas au service de l'État. L'État est à mon service. Enfin, à mon service. Oui. Mais tous les maires, il y en a 35 000, ils ont le peuple est souverain. Et les élus, surtout les maires qui viennent d'être élus, ils ont cette souveraineté. Et pour 6 ans. Donc quand on a quelquefois un ministre qui s'exprime, dont on ne sait pas si dans 6 mois ou dans 12 mois il sera encore là, il faudrait quand même peut-être réapprendre le management un peu plus horizontal, parce que c'est insupportable. Les interventions des représentants de l'État sur les logements sociaux, mais est-ce que c'est à eux de gérer, c'est une gestion de proximité déjà, de gérer nos logements sociaux. Il y a plein de choses qui sont des décisions de proximité, mais qu'est-ce qu'ils se mêlent de tout, mais qui se mêlent déjà de ces missions régaliennes. Elles sont bien faites, ces missions régaliennes. Quand on a la France qui est le pays où les impôts sont les plus élevés au monde, le pays où on travaille le moins au monde, tout ça parce que des gens qui se font élire en disant aux gens votez pour moi, vous allez moins travailler, ben voyons. Mais vous avez vu le système de santé qui est le plus déclassé, le système d'éducation avec PISA qui est le plus déclassé. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc l'État, il va falloir qu'il retrouve sa place. D'abord qu'on arrête. Moi, je ne veux plus voir en dehors des missions régaliennes, voir des représentants de l'État qui interviennent comme ça sur les maires. Je peux vous dire, on va casser il faut arrêter ça, parce que sinon le système va se casser entre les élus qui ont une forte légitimité, et c'est même dans les sondages les élus préférés des Français, parce qu'ils voient la réalité, eux. C'est pas parce qu'ils ils sont sur le terrain, alors que les autres qui sont dans leur fantasme, dans leur jeu intellectuel, dans Sciences Po, l'ENA, je veux dire, bon, qu'on arrête. Je suis passé aussi par cette école, enfin, Sciences Po, hein, bon, mais pas l'ENA, bien sûr, bon. Donc voilà, il faut redonner, c'est la compétence qui est important, et la compétence, ça n'existe pas sans expérience. Donc, tous ces gens qui confondent un statut au niveau de l'État, qu'on leur aurait donné d'ailleurs, quelle est la légitimité de tout ça, il n'y a que la compétence. Il faut que l'État prouve sa valeur ajoutée maintenant. C'est ça. Ouais. Mais il fait des études d'impact, et dans les cabinets ministériels, on veut 50% de gens qui viennent de l'entreprise. On veut 50% des gens qui nous ressemblent, qui viennent de la production de richesse, de la production de solutions. Arrêtons ces jeux de dialectique, de posture, de statut, de stratégie de pouvoir personnel. Ça, il faut arrêter ça, parce que ce pays va être exposé, sinon à une vraie révolution. Donc, il faut réconcilier le terrain, c'est-à-dire les maires, avec l'État français, parce que sinon ça va tout passer. Que l'État ne leur mette pas des bâtons dans les roues. Non, et que l'État soit accompagnateur et non pas facilitateur, sauf pour la police, sauf pour la justice. Mais c'est les fonctions régaliennes. Voilà. Mais le reste, c'est aux maires de décider. C'est pas un État qui est complètement déconnecté des réalités. Et vous voyez, j'en ai cité quelques-uns, mais j'ai toute une liste. Hein. Bon, donc voilà, on aime bien tout le monde, il faut se réconcilier, mais il faut que l'État se réconcilie avec le monde de l'entreprise, qu'il ne représente pas, et c'est quand même les entreprises qui apportent les solutions et la richesse, et les collectivités locales et territoriales, qui, eux, sont dans la réalité. Vous regrettez, en un mot, là, qu'Emmanuel Macron n'ait pas été au bout de sa promesse, c'est-à-dire n'ait pas supprimé l'ENA? Mais comme d'habitude, il dit une belle phrase, avec des jolis mots, il parle très bien. Moi, je suis toujours fasciné quand il parle, il répond à tout, etc. Puis après, vous regardez, mais dans une entreprise, il ne tiendrait pas, parce qu'une entreprise, vous allez être jugé sur ce que vous avez fait, pas sur ce que vous avez dit. Le monde politique, vous êtes jugé sur ce que vous avez dit. Bon. Et là, c'est pour ça que je dis, si vous ne réconciliez pas, il s'engage surtout, mais effectivement, moi j'ai osé, et ça ne m'a pas fait que des amitiés de toutes parts, hein. J'ai même des cousins, etc. Bon, bref. Mais quand j'ai déposé cette proposition de loi, hier j'ai mis une maxime d'Einstein qui disait
Donc il y avait marqué Fourgousse, proposition de loi pour supprimer l'ENA. Einstein disait, on ne peut pas résoudre les problèmes avec les gens qui les ont créés. Ça a mis de l'ambiance à l'Assemblée nationale, mais il faut le dire, le problème, c'est pas pour être. C'est pas les gens que j'attaque individuellement, mais cette école n'a plus de sens. C'est une des écoles les plus archaïques au monde. Faire croire à quelqu'un que parce qu'il est brillant intellectuellement, il va pouvoir diriger un pays comme la France en pleine mondialisation. Non mais. Elle avait du sens sans doute en 1945 quand il fallait reconstruire l'État, etc. Oui, voilà. Elle en a beaucoup moins aujourd'hui. Un mot pour terminer sur la situation économique de Saint-Quentin avec cette crise sanitaire. Évidemment, ça pose des problèmes pour les entreprises. Est-ce que vous sentez quand même que là, il y a un regain et que les choses pourraient redevenir dans l'ordre, si je peux dire, dans les mois qui viennent? Moi, c'est pour ça qu'à 50 ans, on se mobilise avec tous les maires pour qu'on puisse redémarrer cette super belle machine. C'est une pépite, 50 ans en Yvelines, en termes d'entreprise. Mais quand on voit se dégrader, mais il faut remettre le plus vite possible les gens qui sont volontaires, en plus, au travail, pour reproduire de la richesse, pour garantir votre retraite, parce que 50% des recettes d'une entreprise sont redonnées à l'État en social et en fiscal. Donc il faut bien vous dire que c'est urgent. Parce que sinon, déjà votre retraite, elle n'est pas dans un bel état. Je vous le rappelle, en charlottaise. Voilà, donc il faut, et puis la santé, si vous voulez avoir plus d'hôpitaux, plus de lits, bien sûr, de réanimation, regardez pourquoi l'Allemagne est meilleure que nous sur les lits hospitalisants, parce qu'ils ont plus d'argent. Donc il faut produire de la richesse pour redistribuer pour un système de santé et d'éducation opérationnelle. Et ils savent mieux faire collaborer le public et le privé aussi, peut-être. Ah bah oui, alors cette espèce de guerre larvée entre le public et le privé, il faut arrêter ça, mais ça coûte les 6 millions de chômeurs, ils sont là. Le fait que ces deux mondes se méprisent et se comprennent pas, c'est pour ça que je dis il faut 50% dans les cabinets, et même les 600 chefs d'administration, directeurs d'administration, on veut 50% de gens qui viennent de l'entreprise, qui ont déjà réformé quelque chose. Comment voulez-vous réformer l'État si vous laissez des gens qui n'ont jamais réformer quoi que ce soit, et quelque part ils sont formés à gérer la situation en État, mais ils n'ont pas cette culture, alors qu'il n'y a pas un directeur dans une entreprise qui n'a pas réformé un service, c'est pas possible, le monde va tellement. Donc il faut mélanger ces cultures, faire une mixité culturelle là, pour un peu au niveau de l'État, et là effectivement ce pays retrouvera une position dans le monde qu'il n'aurait jamais dû perdre. Comment la communauté de Saint-Quentin, évidemment, il y a des aides de l'État pour les entreprises. Comment vous aidez, vous, les entreprises, à passer ce cap difficile ? Écoutez, on a un service de développement économique à Saint-Quentin avec des talents qui le dirigent aussi avec moi. Et je peux vous dire, on est partout, sur les petites entreprises, sur les commerces, mais les grandes entreprises, vous savez, quand vous voulez des Renault, le tour de table, c'est plusieurs milliards. Donc là, on peut plus. Il y a l'État. Là, l'État doit jouer. Et il joue d'ailleurs, honnêtement. Il joue bien. Ouais. Pour les finances, autant je peux être critique sur ça, mais honnêtement, bien sûr, ça augmente la dette, c'est vrai, mais ça coûte moins cher de soutenir que de lâcher et après de reconstruire. Bon, de toute façon, donc il faut le faire. Des catastrophes sociales, etc. Donc là-dessus, le jeu fonctionne vraiment entre l'État, la région qui joue aussi un rôle très important, et puis nous en développement économique. Voilà. Mais ça fonctionne, mais je vous dis pas qu'on va tout résoudre. Il y a un tiers des boîtes qui sortent très bien. Il y a un tiers des boîtes qui souffrent, mais qui vont passer entre les gouttes, mais qui souffrent, qui perdent de l'emploi, etc. Et vous avez un tiers des boîtes qui sont vraiment dangereuses. Donc, vous voyez, on doit gérer ça. Ça va être un moment difficile, il ne faut pas se cacher. On est devant une crise mondiale économique qui va quand même avoir des conséquences. Ouais. C'est vrai que tu utilises porter la politique autrement. Je trouve que ça vous va bien, non ? Oui, mais moi, je suis pour réconcilier le monde économique. Mais le monde économique et social, je suis docteur en psychologie sociale, vous le dites tout à l'heure, mais je suis né à Montreuil, et bon, je connais le social, mais le social, ça n'existe pas sans l'économique. Et d'ailleurs, l'économique, il n'est pas non plus au service de l'économique, il est au service du social, vous voyez. Mais donc ça, il faut réconcilier ces deux blocs avec l'État, et l'État est au service des Français. Tout individu qui l'oublierait, à mon avis,
sera amené à ce qu'il ait une vie de plus en plus difficile, que les choses soient claires, et surtout peut nous mettre dans une impasse. Donc voilà, je vous le rappelle, c'est important, le peuple est souverain, et même s'il a ses excès de temps en temps, ses maladresses, comme tout le monde, la classe politique aussi, hein, bon, il faut réconcilier, et ce qu'on attend en France, c'est la réconciliation, et surtout que l'État sache se remettre à sa place. Il en est sorti, il faut qu'il retrouve sa place. Merci beaucoup.